Bonjour et bienvenue. On aborde aujourd'hui un sujet vraiment délicat, qui nous touche tous de près ou de loin. C'est accompagner un proche qui perd pied. Oui, Et on ne parle pas forcément d'un décès, mais de la perte de l'autonomie, de la santé, de ce qu'on appelle la vie d'avant. tout à fait. On connaît tous, je pense, ce sentiment d'être complètement démuni face à des réactions qui changent tout le temps. Un jour le silence, le lendemain une colère noire. On se dit vite que la personne est devenue difficile. Exactement. Eh bien, la source qu'on explore aujourd'hui nous propose une toute autre lecture. C'est un article de Gilles Besson, Accompagner sans s'épuiser, comprendre la courbe du deuil. Il s'appuie sur le fameux modèle d'Elisabeth Kubler-Ross. Oui, Et il nous montre qu'il y a une logique derrière ce chaos apparent. Que ce n'est pas un caprice, mais un vrai cheminement psychologique. c'est exactement ça. Et la première chose que l'article souligne, et c'est très important, c'est que ce modèle-là, il s'applique à toute perte majeure. Ah, pas seulement le décès. Non, justement, le deuil d'une capacité, d'un projet de vie, d'une image de soi. Et notre but aujourd'hui, ce n'est pas de faire un cours théorique, hein. Non. C'est de donner des outils, de transformer la confusion de l'aidant en compréhension. Et peut-être, c'est l'idée qui m'a le plus marqué, de réaliser que l'aidant traverse lui aussi en miroir son propre processus. Un deuil partagé, et c'est une perspective passionnante. Alors, allons-y. On va suivre le fil de l'article à travers les 5 grandes phases qu'il décrit. D'accord. On va essayer de comprendre à chaque fois ce qui se passe pour le proche et ce que ça implique pour l'aidant. On commence par le tout début, le moment du choc. Le déni. Oui, la première réaction face à une réalité qui est juste insupportable. Les signes, l'article les décrit très bien. La personne agit comme si de rien n'était. D'accord? Elle peut refuser des soins, ne poser aucune question sur son état, elle change de sujet dès qu'on essaie d'en parler. C'est pas de la mauvaise volonté en fait. Pas du tout, c'est un mécanisme de survie. Le cerveau met la réalité sur pause, si tu veux, le temps de rassembler ses forces. C'est comme un fusible qui saute. Je comprends l'image du fusible, mais ça pose une question très concrète. Si ce déni met la personne en danger, si elle refuse un traitement vital en disant « mais non, tout va bien », Oui, bien sûr. on ne peut pas juste rester là à regarder. La tentation de la secouer un peu doit être immense. Et c'est justement le piège. L'auteur est très très clair là-dessus. Essayer de briser le déni par la force, c'est la pire chose à faire. Vraiment, Oui, c'est contre-productif. C'est même vécu comme une agression. La recommandation, c'est plutôt d'adopter une posture de présence douce. une présence douce. Oui, écouter, ne pas contredire de front, mais reformuler la réalité par petites touches. Au lieu de dire « tu dois prendre tes médicaments », on peut dire « le médecin a dit que ceci aiderait pour cela ». On valide la réalité sans l'imposer. C'est ça, l'article parle d'une présence silencieuse, qui est souvent bien plus efficace que 1000 mots. Le déni se fissure quand la personne est prête, pas quand on le décide pour elle. Donc on accompagne son rythme, on ne lui impose pas le nôtre. Et j'imagine que cette phase de déni, elle a aussi son reflet chez l'aidant. Cet espoir que ce n'est pas si grave, que ça va passer. Absolument. L'aidant peut être dans sa propre forme de déni. Mais cette coquille de protection, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, elle ne peut pas durer éternellement. Non. Et quand elle se fissure, toute l'énergie qui était contenue doit bien sortir. Et c'est là que, bien souvent, elle se transforme en une émotion explosive, la colère. Ah, la colère. Ce que l'article décrit est tellement, tellement parlant. L'agressivité qui semble sortir de nulle part, dirigée contre tout le monde. Oui, Les soignants sont des nuls, la nourriture est immonde, et l'aidant, la personne la plus proche, devient la cible numéro 1. tout à fait. Chaque geste, chaque parole devient une source d'irritation. Ce qui est fondamental à comprendre ici, et la source l'explique très bien, c'est que cette colère est une énergie de vie, mais déviée. C'est l'expression brute de l'impuissance, de l'injustice. Ce fameux « pourquoi moi ?» D'accord? Et si l'aidant est la cible principale, ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose de mal, au contraire. C'est parce qu'il est le port d'attache, la personne de confiance absolue. Il devient un paratonnerre en quelque sorte. C'est l'image parfaite, un paratonnerre émotionnel. Le proche sait, inconsciemment, qu'il peut tout décharger sur cette personne sans risquer d'être abandonné. Ce qui nous amène au conseil central de l'article pour cette phase. Ne le prenez pas personnellement. C'est sans doute la phrase la plus simple à lire et la plus difficile à appliquer au monde. Ah mais c'est un entraînement quasi olympique. Et l'auteur donne des pistes concrètes. La première, c'est de ne pas répondre à la colère par la colère. Ça, c'est jeter de l'huile sur le feu. Logique. La deuxième, c'est de valider l'émotion sans pour autant accepter le comportement. Une phrase comme
Je vois que tu es furieux et je peux comprendre pourquoi peut faire des miracles. Ah oui. Oui, parce qu'elle reconnaît le sentiment. Ça ne veut pas dire qu'on accepte de se faire insulter, mais on nomme ce qui se passe. Et encore une fois, ce reflet chez l'aidant est crucial. Cette colère du proche, elle fait écho à sa propre colère. La colère contre la maladie, contre l'injustice. Et le risque, c'est que les deux s'embrasent. Exactement. Donc, distinguer l'émotion, qui est légitime, du comportement qui ne l'est pas forcément. Ok. Après cette explosion, l'article décrit une phase plus étrange, plus étonnante, le marchandage. Oui, c'est une tentative un peu désespérée de reprendre un semblant de contrôle sur une situation qui échappe complètement. Comment ça? Après la colère, le proche essaye de négocier. Les signes sont assez clairs. C'est la quête de la solution miracle, du régime révolutionnaire, du guérisseur dont on a entendu parler. D'accord. Ou alors des promesses, des pactes avec Dieu, avec le destin. Si je fais ça, est-ce que je retrouverai ma jambe? Si je suis sage, est-ce que la maladie partira? Et ça, pour l'aidant, c'est une position terrible. On est sur un fil. Il ne faut pas nourrir de faux espoirs, ce serait cruel. Bien sûr. Mais si on dit arrête de rêver, ça ne marchera jamais, on anéantit le peu d'élan qui reste. On fait comment? La nuance est la clé. L'approche qui est suggérée, c'est d'écouter ses espoirs sans les juger, de reconnaître ce besoin de se raccrocher à quelque chose. Ok. Mais au lieu de dire oui ou non, la stratégie, c'est de ramener doucement la conversation vers le présent, vers ce qui est possible ici et maintenant. Par exemple. À la personne qui espère un remède miracle, on peut répondre « Je comprends ton envie que tout aille mieux ». En attendant de voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que tu sois plus confortable? On ne détruit pas l'espoir. Non, on le réoriente vers le concret. On dépasse le focus du futur incertain vers le bien-être présent. C'est subtil, mais ces phases de lutte, la colère, le marchandage, elles finissent par s'épuiser. Et c'est là que vient souvent l'étape la plus sombre, la tristesse. L'article la nomme tristesse ou dépression, en précisant bien que c'est une tristesse réactionnelle. C'est le moment où les défenses tombent. D'accord. Le déni ne fonctionne plus, la colère s'est calmée, le marchandage a échoué. Il ne reste que la conscience brute à vif de la perte. C'est le temps du chagrin. Et les signes? C'est le repli, c'est ça. Le repli, les pleurs, la perte d'appétit, le silence. La personne semble avoir baissé les bras. Mais psychologiquement, c'est une étape nécessaire. C'est le moment où on commence vraiment à réaliser. Et face à ça, notre réflexe, c'est souvent de vouloir remonter le moral. On sort les « allez, courage », les « secoue-toi un peu ». Vois le bon côté des choses. Voilà. Et l'article met un énorme panneau danger sur ces phrases-là. Oui, parce que même si elles partent d'une bonne intention, elles sont souvent reçues comme une invalidation de la souffrance. C'est comme si on disait « ta tristesse me dérange Exactement, arrête. L'outil le plus puissant, selon la source, est à l'opposé de l'action. C'est ce qu'il appelle le silence habité. ». Le silence habité. C'est juste être là, s'asseoir à côté, tenir une main, sans rien dire. C'est une présence qui signifie « j'accepte ton chagrin, je ne vais pas fuir, je suis là avec toi ». Ça doit être un défi immense pour l'aidant qui se sent inutile s'il ne fait rien. Mais être est l'action la plus importante à ce stade. Et c'est d'autant plus difficile que l'aidant est lui-même submergé par sa propre tristesse, qu'il s'efforce souvent de cacher pour rester fort. Accepter de partager le silence plutôt que d'essayer de le combler avec des mots vides, c'est une vraie leçon. Et puis, après ce long tunnel, la source décrit une dernière étape, celle d'un apaisement relatif, l'acceptation. Il faut faire très attention avec ce mot « acceptation ». L'auteur insiste bien là-dessus. C'est-à-dire, Ça ne veut pas dire être heureux de la situation, ni que tout est redevenu comme avant. L'acceptation, c'est l'intégration de la nouvelle réalité. d'accord? C'est cesser de dépenser une énergie folle à lutter contre ce qui ne peut pas être changé pour commencer à investir cette énergie dans ce qui peut être vécu maintenant. C'est une forme de paix, de lucidité. Et les signes sont plus calmes, j'imagine. Oui, la personne peut se remettre à faire des projets, même tout petits. Elle parle du quotidien avec moins de tension, elle s'intéresse à nouveau un peu aux autres. Et le rôle de l'aidant à ce moment-là, il change encore. Il devient un partenaire de reconstruction. Ah, j'aime bien ça. Il ne s'agit plus d'absorber la colère ou de partager la tristesse, mais d'accompagner la création d'une nouvelle normalité. L'article parle de co-construire le quotidien. Soutenir un projet, même modeste, comme choisir de nouvelles plantes pour le balcon ou planifier une sortie, C'est aider la personne à redevenir actrice de sa vie. dans le nouveau cadre qui est le sien.
Exactement. D'accord. On a cette carte du parcours du deuil. Délit, colère, marchandage, tristesse, acceptation. C'est un outil formidable pour se repérer. Mais l'article se termine sur une mise en garde essentielle. La réalité est beaucoup moins nette que la carte. C'est le point le plus important. Cette courbe n'est pas une autoroute à 5 sorties qu'on prend dans l'ordre. Pas du tout. C'est un sentier de montagne. C'est une bonne image. On peut rester des mois sur un plateau, redescendre brusquement après une mauvaise nouvelle, faire des allers-retours constants entre la tristesse et la colère. Certaines personnes sautent une étape. Donc, le but n'est pas de cocher des cases. Surtout pas. Le but n'est pas de dire « Ah, il est en phase 2. Il devrait bientôt passer à la 3. » C'est de se dire « Ok, ce que je vois là, c'est de la colère. Je sais ce que ça cache et je sais comment me positionner. Le rôle de l'aidant n'est pas d'être un coach qui pousse. » Non, c'est un compagnon de cordée qui sécurise et qui s'adapte au rythme de l'autre. Un compagnon, pas un coach. C'est fort. Et ça mène directement au dernier avertissement de la source, qui concerne la survie même de l'aidant. La phrase est simple. Pour bien aider, l'aidant doit aussi être aidé. C'est la condition sine qua non. On ne peut pas être un paratonnerre, un confident, un partenaire de reconstruction 24 heures sur 24 sans jamais se ressourcer. C'est impossible. L'article rappelle l'importance vitale pour l'aidant de trouver ses propres espaces de parole, que ce soit avec des professionnels, des groupes de soutien ou simplement des amis. Reconnaître ses propres limites. Sa propre fatigue, sa propre tristesse, ce n'est pas un échec, c'est un acte de lucidité. Et de responsabilité. On ne peut donner à l'autre que ce qu'on a soi-même. En résumé, si on devait vraiment distiller l'essence de cet article, c'est que comprendre ce parcours émotionnel est un acte de soin en soi. Oui, Ça permet de dépersonnaliser les réactions du proche. Ce n'est plus « il m'en veut », mais il traverse la phase de colère. Et ce changement de regard, il change tout. absolument. On passe de la confrontation à l'accompagnement. C'est exactement ça. Ça remplace la frustration et parfois la culpabilité par de l'empathie. C'est un outil qui pacifie la relation parce qu'il donne du sens à ce qui semblait ne pas en avoir. C'est un soin pour le proche, qui se sent enfin compris, et un soin pour l'aidant qui peut poser son armure et juste être un humain à côté d'un autre humain qui souffre. Et pour prolonger la réflexion, une dernière pensée. Une question que cette analyse soulève. On a parlé de ce deuil en miroir. Mais que se passe-t-il quand les deux parcours ne sont pas synchronisés? Est encore en pleine colère face à l'injustice de la situation. Ou l'inverse. Oui, je vois. C'est peut-être là que se joue la partie la plus complexe de cet accompagnement humain. Apprendre à danser ensemble, même quand on n'entend pas tout à fait la même musique.